Bonsoir et bienvenue dans le monde des ténèbres. Je suis Maxime Robinet, je serai le conteur de cette chronique. La joueuse sera Cécé Trouille. Bienvenue dans L'étreinte de la nuit, épisode 13. Au rêve, tu es donc arrivé à Paris. Tu as ouvert les yeux dans ce qui pour toi est les catacombes et tu as fait face donc à un cercle de vampires selon toi, autour d'une énorme table circulaire en marbre noir, veinée d'or. Ils t'ont tous regardé et Kumeza est à tes côtés. L'un des vampires se lève et dit quelque chose dans un langage que tu ne connais pas. C'est similaire au français, tu as déjà entendu du français du fait d'avoir vécu à Nouvelle-Orléans et du fait d'avoir parcouru le monde plus d'une fois. Et ma mère parle français, quand Tout même. à fait. Mais c'est clairement pas du français comme tu connais. Ça ressemble, mais en plus de ça, il y a un fort accent que tu ne pourrais situer. Presque tout le monde part après ces mots qu'il a dit. Tu as pu saisir qu'il y avait plusieurs personnes sur les côtés de la pièce. Pour toi, certainement des ghouls, ou en tout cas similaires, qui traduisaient vraisemblablement ce qu'il disait, qui répétaient quelque chose d'assez similaire à ce qu'il a dit, mais qui pour toi ressemblait beaucoup plus à du français. Et donc il ne reste plus beaucoup de gens. Il y a une jeune fille qui a de longs cheveux châtains, un visage assez doux, agréable même. Elle est très petite. Elle a l'air quand même, et tu peux le voir à son allure, assez musclée, assez costaude. Et elle semble avoir, pour toi, hein, c'est une enfant, hein, pour toi elle doit avoir 12 ans, hein, quelque chose comme ça. À côté d'elle, il y a un jeune homme qui paraît jeune, mais pas enfant non plus, qui a les cheveux courts, bruns, des yeux verts assez perçants. C'est lui qui a parlé. Pareil, bonne musculature, les deux font assez costaud visuellement. Et tu peux leur trouver un air de ressemblance. Comme des frères et sœurs peut-être, ou tu vois, des parents, peut-être cousins, tu ne sais pas. En tout cas, ils font pas jumeaux non plus, mais voilà. Quand tu dis une jeune fille et un jeune homme, soyons d'accord, c'est des Kainites. Ça semble en tout Pour cas moi. l'être pour toi. À côté, une vision un peu plus déroutante. Un homme en chaise roulante qui porte un masque de porcelaine. Tu as déjà vu ce type de masque sur des photos de la Première Guerre mondiale, qui s'appellent donc les gueules cassées. Et donc il est sur une chaise roulante et juste derrière lui, il y a un très beau jeune homme, vraiment particulièrement beau, qui se tient presque dans l'ombre derrière cette chaise roulante. Et en bout de table, qui semble presque habiter l'obscurité, une femme qui porte une longue robe un petit peu déchirée par endroits, comme si elle avait plusieurs centaines d'années et qu'elle avait été réparée, puis re-réparée, puis re-réparée. Et elle porte un masque qui ressemble très très fortement à un véritable crâne humain qu'elle a posé sur son visage, vraisemblablement pour le cacher. Tu devines un petit peu la peau qu'il y a en dessous qui est presque rouge vif. Quelle est l'attitude de Kumeza par rapport à ces nouvelles personnes ? Elle ne semble pas impressionnée du tout, ni être dans la révérence absolue. Elle semble être avec des gens de son niveau, ou moins, au vu de son attitude générale. Immédiatement, elle prend la parole. Ce conclave a été formé pour une bonne raison. Quand elle parle, tu vois
qu'il y a... Alors, elle parle en anglais, hein, qu'on soit bien d'accord. Et tu vois qu'il y a, justement, encore une fois, ces ghouls qui sont là et qui traduisent, en fait, aux différentes personnes qu'il y a autour de la table. Pas à toutes. Elle se tourne vers toi. Elle fait « Voici au rêve ». Je l'amène ici car ses qualités sont uniques. Médecin de guerre, elle s'adresse à l'homme qui est en chaise roulante quand elle dit ça. Elle a des compétences certaines dans ce domaine. Elle a aussi des compétences de détective relativement hors normes et des capacités de diplomate sans égal. Tu vois qu'il y a des discussions entre eux. Et justement, la jeune fille s'exprime, encore une fois, avec ce français altéré et cet accent assez fort. La goule traduit. Qu'est-ce qui dit que cette jeune fille a plus de valeur que n'importe lequel des nouveau-nés qu'on peut trouver ici ou ailleurs? Écoutez, et donc là c'est Kumeza qui reprend et qui dit « Écoutez, au rêve, ici présente, a tué l'un des vampires de la liste rouge. » Donc t'as un petit silence, ils se regardent tous, et justement t'as l'homme en chaise roulante qui chuchote quelque chose à l'homme qui est derrière lui, et l'homme qui est derrière lui parle en anglais pour se faire comprendre en disant qui avez-vous tué et comment? Et elle reprend Kumeza en te disant en disant aux autres Krefstine, l'assassin à la spirale. Du coup ils rediscutent un petit peu entre eux, tu vois qu'il y a un petit débat qui discute et tout ça, et ils te regardent de haut en bas, tu vois, il y a même justement la jeune fille qui s'approche de toi. Tu vois à sa manière de se déplacer, à sa manière d'être, qu'elle est beaucoup, beaucoup plus vieille que ce que tu penses. Tu le ressens, d'une certaine manière. Et vraiment, elle t'ausculte, quoi. Enfin, elle te regarde de haut en bas, elle regarde, tu sais, limite, elle va pour soulever ton bras. Tu vois ce que je veux dire? Et elle dit quelque chose, encore une fois, qui n'est pas traduit. Et Kumeza lui répond mais ce n'est pas un problème, Gersand. Vous savez très bien que dans ces cas-là, cela peut être toléré. Du coup, tu comprends qu'il parle peut-être d'une certaine diablerie que tu aurais commis. Du coup, cette Gersand va se rasseoir. Elle discute aussi avec les autres. Encore une fois, tout n'est pas traduit, donc tu as un peu de mal à suivre ce qui se passe. Tu as un peu l'impression d'être présenté comme une bête de foire, honnêtement, dans ce cadre-là, même si, bon, c'est assez... on te met en valeur quand même. Kumeza reprend et elle dit « En tant que justicard, je souhaite faire de rêve une archonte, une prétor, concernant l'épidémie de frénésie inexplicable qui nous touche. » Et là, c'est un globi-boulga de... il y en a qui parlent en anglais, t'arrives à choper des mots, ils débattent. Kumeza parle, mais elle parle cette fois-ci en français, beaucoup plus. Tu comprends qu'elle faisait l'effort de parler en anglais pour toi. Et du coup, t'essayes de suivre des bribes. Je vais faire un jet de dés pour voir si tu arrives à saisir, ne serait-ce qu'un petit peu. Honnêtement, non. T'es peut-être trop occupé à essayer de... Je pense que quand elle a dit épidémie de frénésie, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à Richard de Blonay et son histoire et ses amis, et du coup ça m'a un peu distraite aussi.
Du coup, tu suis tu suis la phrase de quelqu'un, après tu t'entends de l'anglais, donc tu te raccroches à ça, sauf que ça repasse en français. Enfin, t'arrives pas à suivre. Ça dure longtemps. Quand je dis longtemps, c'est plusieurs heures. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Alors, je précise que tu es dans cette pièce qui semble fermée par des rideaux, notamment. Tu peux voir qu'il y a quelques ghouls, comme je te l'ai dit. Tu peux observer la pièce si tu le souhaites, bien sûr. Je souhaite observer la pièce et je souhaite aussi essayer de voir s'il y a des rats, des animaux dans la pièce où je suis. Alors, déjà, j'estime que Hospice est avec toi. D'une manière ou d'une autre, il est venu avec toi. Il y a d'autres... Pardon, il y a d'autres gens d'ailleurs qui ont des animaux avec eux? Non. En tout cas, pas de ce que tu vois. Tu vois dans la pièce, donc, comme je te l'avais dit, ces énormes crânes alignés sur le mur. Et il y en a de presque toutes les formes. Des crânes d'enfants, des crânes d'humains, des crânes de créatures variées. Des vaches... des chevaux, des sangliers, des choses comme ça, des crânes de chiens, de loups et de quelque chose de plus gros qu'un simple loup. Et d'autres crânes que tu n'arrives pas vraiment à identifier qui ressemblent presque à des crânes de films d'horreur. Tu sais, d'une créature qui n'aurait pas vraiment de sens anatomiquement parlant. Ton expérience médicale te fait dire que peut-être que c'est une fabrication, quelque chose comme ça. En tout cas, tu ne penses pas que ça soit, en tout cas, naturel. Après, bon, je rappelle que tu vis sans que ton cœur ne bat. Donc, les choses naturelles, peut-être que tu ne connais pas tout. J'en profite aussi, comme ça dure longtemps, pour observer les gens qui sont dans cette pièce et surtout comment ils interagissent entre eux. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont l'air d'être alliés? Est-ce qu'il y en a qui ont l'air d'être pas forcément ennemis, mais plutôt en conflit? Ouais. Et comment ils agissent, eux, par rapport à Kumeza? Kumeza a l'air d'être hiérarchiquement, si ce n'est supérieur, au moins parallèle en termes d'autorité. C'est-à-dire que les autres lui répondent, mais qu'il n'y a pas d'invectives violentes à son égard ou de choses comme ça. Il y a un débat, mais voilà. Pour ce qui est de l'homme en chaise roulante, il semble, ainsi que l'homme qui l'accompagne, ils semblent tous les deux représenter quelqu'un plus qu'être eux-mêmes une forme d'autorité. Et puis par contre, pour ce couple aux cheveux bruns et châtains et aux yeux un peu verts, tu peux voir une forme au-delà d'autorité, d'ego, on va dire, très clairement présente. Ils ne se prennent pas pour de la merde, et vraisemblablement ils ne sont pas de la merde, de ce que tu peux voir. Leur manière de parler, maintenant que tu y réfléchis, tu te dis que c'est peut-être du vieux français, quelque chose comme ça. Tu n'as pas énormément de connaissances dans cette langue de toute façon. Et pour cette femme à la longue robe et au masque de squelette, c'est difficile à dire. Mais elle semble avoir elle aussi une aura très particulière et presque inquiétante. Est-ce qu'il y en a qui se disputent particulièrement? Il semble y avoir clairement un refus, en tout cas, dirons-nous, une certaine levée de bouclier de la part de cette Gersande et de la personne qui l'accompagne. Ils semblent tous les deux assez opposés à ce que propose Kumeza. Et justement, le débat semble s'achever. Kumeza demande validation. Et elle se retourne, du coup, vers toi. La décision est donc prise.
Au rêve, vous allez devoir prouver vos capacités ici face à un véritable problème. Effectivement, Gersand et Sarès pensent que les problèmes américains ne peuvent être vérifiés et que votre capacité de diplomatie et vos autres compétences doivent être mises à l'épreuve. Ils ont, eux, un souci qui doit être géré au plus vite et qui demande un certain doigté, dirons-nous. Vous irez donc régler ce problème. Une fois ce détail réglé, vous pourrez commencer votre mission d'archonte. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Et du coup, elle se retourne. T'as Gersand et Sarès qui disent oui de la tête un peu poliment. Et puis les autres qui sont très clairement d'accord, qui eux ne semblaient pas très opposés à ta position. Très bien. Elle se retourne et elle fait... Mnemak propose de vous prêter l'une de ses Vénus. Et donc il y a une femme, une goule, qui est extrêmement belle. Vraiment clairement, nettement une mannequin, ou ce genre de beauté-là, si tu veux. Quelqu'un qui... tu serais obligé de te retourner sur elle si elle était dans une pièce, tellement elle est parfaite et en même temps un petit peu étrange. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de beauté. Mais c'est une femme, elle ne semble pas manipuler quoi que ce soit pour se paraître plus belle, ou ça semble être une beauté naturelle, en tout cas selon toi. C'était une des personnes qui traduisait ? Ouais, elle était un peu dans l'ombre. Et Mnemak semble être cette femme au masque de squelette. Et du coup, elle s'approche de toi. Elle te parle en français. Tu ne comprends pas grand-chose. Tu arrives à saisir quand même quelques mots dans les sens, mais cette Vénus qui se présente et qui s'appelle Rose te traduit. Mnemak t'explique que Rose est une beauté fragile et que si quoi que ce soit arrive à son visage, tu subiras bien pire. Tu vois un peu sous le masque de Mnemak et tu vois que sous sa robe, elle est vraisemblablement nue. C'est plus une cape qu'une robe. Tu vois, sans même chercher à regarder, mais tu vois que sa peau est translucide. Tu vois ses muscles, ses os, ses veines qui semblent presque noires. Et tu vois une sorte de tatouage par endroits qui dépasse. Ça semble être ça te fait penser à ces dessins presque rupestres, tu sais, très presque tribaux. Mais c'est vraiment organique et c'est difficile de dire que c'est laid, son apparence. Maintenant, c'est pas non plus beau, c'est assez choquant de voir la chair comme ça. Elle semble avoir la chair à vif, quoi, basiquement. Et je me tourne vers Rose, du coup, qui a l'air... Elle a l'air comment ? Elle a l'air impassible Oui, elle a pas l'air de défendre cette idée plus que ça. Elle ne fait que traduire. Très bien. Je sens bien que je suis obligée d'accepter de toute façon, donc je remercie Mnemak. Ouais. Via Rose, et je dis merci quand même en français avec un accent probablement mi-cajun, mi-américain. Mais bon. Alors vas-y, on le lance ton accent.
Ouais, non, c'est vraiment à peine compréhensible. Tu vois que Rose le traduit. Ce qui est un peu... qui montre la c'est du faible qualité. cajun. Très bien. Alors que Mnemak disparaît dans les ombres, l'homme à la chaise roulante est poussé par la personne derrière lui. Les deux arrivent à ton niveau. L'homme en chaise roulante te parle dans un anglais qui, comme tu l'avais entendu tout à l'heure, est compréhensible, mais peu adroit. Il fait je me présente, je m'appelle Eugène. Je ai du mal à parler facilement votre... Et dans sa manière de parler, t'entends que au-delà de cette difficulté à parler anglais, il y a une difficulté physique à parler derrière ce masque. Comme s'il manquait des morceaux. Ça résonne, ça fait des bruits que tu ne souhaiterais pas entendre. Et tu vois et tu imagines derrière ce masque de porcelaine quelque chose d'assez désagréable. Cauchemardesque. Oui. Il se retourne et fait je vous présente Désiré. Et Désiré, lui, te parle avec un bon anglais. Tu l'as entendu aussi tout à l'heure. Désiré te fait un signe, il fait ravi de vous rencontrer au rêve. De même, Désiré. Nous représentons mon enfant et moi. Et là, ça te prend un petit peu de cours. Parce que toi, dans ta tête, s'il y avait un ordre d'autorité, c'était l'inverse. C'est-à-dire que l'homme en chaise roulante, pour toi, était clairement supérieur hiérarchiquement à celui qui poussait. Or là, il te dit qu'il est le sire de cet enfant, donc ça te prend de court un petit peu. T'essaies de cacher ta surprise ou pas? Non. D'accord. Il dit nous représentons la reine et nous pensons que la vie de Kumeza a une grande valeur. Nous sommes tout à fait prêts à l'écouter. Je crois savoir que Krefstine avait une œuvre à finir. C'est exact. Il est parfois important de terminer des œuvres et même si ils ne représentent pas ce que nous souhaitons pour le monde kainite, je pense que il est bien que son œuvre ait une fin. Quand ils me disent la reine, je sais à quoi ils font référence ou pas du tout? Ouais, d'accord. Et sur Krefstine, je pense que je laisse paraître sur mon visage les sentiments conflictuels que j'éprouve par rapport à ce qui s'est passé. Et je dis... Il a fini son œuvre. Et je pense que... on peut apprendre de tout, mais je ne dirais pas que c'était une expérience que je souhaite renouveler. L'art, au rêve, est souvent lié à la souffrance. Et toute œuvre, surtout lorsqu'elle est dramatique, doit se finir d'une manière équivalente. En tout cas, je suis ravi d'apprendre qu'il ait pu terminer son œuvre malgré tout. J'ai terminé son œuvre. Et tu vois que là, c'est Eugène qui reprend et qui dit Désiré se laisse parfois dépasser par la finition des œuvres. Et il a l'air de cacher quelque... Enfin, qu'il y a plus de sens à ce qu'il dit qu'autre chose. Tu ne comprends pas trop, pour être honnête. Comme je suis dans une situation inconnue et où je suis pas forcément
extrêmement à mon aise. Je pense que je me repose un peu aussi sur Hospice et que je prends un peu de réconfort dans sa présence. Mais je suis plutôt contente d'avoir rencontré Eugène et Désiré. Ouais. Qui sont très intrigants. J'ai envie d'en savoir plus sur eux, mais je sens que ce serait mal poli de leur demander cash quelle est leur histoire. Par contre, je leur pose la question sur la reine, où je leur dis pardonnez-moi de mon ignorance, comme il en a été fait état, je suis jeune, je viens des États-Unis, et je ne sais pas à quelle reine vous faites référence. Vous avez eu un prince, si je ne m'abuse, à la Nouvelle-Orléans. Alors, il dit Nouvelle-Orléans, soit dit en passant. Pas New Orleans, mais... Oui, donc il s'agit de la même chose. L'équivalent, oui, plus ou moins. Et tu sais, tu vois qu'il regarde vers Hospice. Mais alors, tu ne le vois pas, mais son attitude à travers ce masque semble être presque de la contemplation. Pas... C'est pas du tout comme quand Alstrom le regardait. Mais du coup, Elle me manque. Il dit un très bel oiseau que vous avez là. Oui, c'est vrai. Et il y a Désiré qui dit Eugène a toujours aimé les beaux oiseaux. Et tu vois, pareil aussi, tu sais pas, t'as l'impression que tu rates des étapes. Du coup, je laisse Hospice, s'il le souhaite, saluer Eugène. Ouais. Tu vois que Eugène ne le touche pas, mais dans un geste très étonnamment, en fait, délicat. Au vu de sa situation, encore une fois, quand tu le vois, tu as du mal à le séparer de son aspect brisé, tant par son visage caché, mais qui laisse deviner des horreurs, et puis son corps qui semble être brisé. Ce mouvement est très délicat, et tu sais, tu le vois, que ça lui demande des efforts de faire justement de ce mouvement quelque chose de presque comme une danse. Et Hospice y répond avec une délicatesse aussi assez notable. Et l'espace d'un instant, tu pourrais voir comme un tableau, et c'est un beau moment dans cette sombre crypte. Tu peux voir que Désiré a lui aussi constaté ce moment. C'est ce que j'allais dire, comme c'est un beau moment et que je veux pas exclure Désiré de ce moment, je lui jette un regard. Tu vois que il est absorbé par la scène et que ses mains se mettent au niveau des épaules d'Eugène d'une manière affective, presque pour toi amoureuse. Très bien. Et tu vois que Désiré, quand tu dis très bien, il est un peu sorti, tu vois, nous nous reverrons certainement lorsque votre mission sera effectuée. Sachez en tout cas que vous avez notre support, même si ce n'est pas... Et il se tourne un petit peu vers Gersand et Sarès qui parle de l'autre côté. Il vous regarde pas méchamment, ça va pas, c'est pas vrai, mais il y a une sorte de de froideur dans le regard de Gersand et Sarès. Et du coup, ils t'offrent leur support en tout cas. Et Eugène te remercie pour le moment avec Hospice. Je prends congé d'eux et je me dirige vers Gersand et Sarès. D'accord. T'as Rose qui presse le pas un petit peu à côté de toi, puisque du coup elle va devoir traduire, et elle dit je ne pourrais pas les traduire directement. Je précise qu'ils ne parlent pas en français. Ils parlent en français, mais pas... En ancien français ? Oui, tout à fait. Mais ils ont ce qu'il faut. Et tu vois que justement, il y a, alors que vous approchez dans l'ombre, 2 personnes qui se rapprochent, qui sont là pour traduire. Du coup, Gersand et Sarès se redressent, bombent un peu le torse, ce qui est un petit peu ridicule puisque les 2 sont assez petits. Tu n'es pas grande, en tout cas pas très grande, mais
tu fais quand même plus que leur taille, largement, même pour Sarès, qui font, malgré leur musculature, font petit. Et Gersand fait réellement... pour toi, elle a 12 ans, quoi. Pour toi, c'est une enfant. Et c'est la première fois que je vois un Kainite enfant, et je me pose la question, du coup, sur les règles là-dessus... dans la mascarade, parce que pendant mes 10 ans, il m'a semblé avoir compris que c'était pas quelque chose qui se faisait. Pour toi, c'est un big nono. Voilà. C'est quelque comme chose... les diableries, c'est chaud, je trouve. En fait, et je pense que c'est quelque chose que tu as appris, notamment dans la bibliothèque de cette chère Shérif Khan, c'est que un Kainite, lorsqu'il est étreint, est scellé dans son état, que ça soit physique, mais aussi émotionnel. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais vraiment évoluer d'une manière physique ou émotionnelle. Tu l'as vu en essayant de te couper les cheveux, tu l'as vu en te blessant, tu l'as vu de multiples manières. Tu finis toujours par revenir à ton état originel, quoi que tu fasses. Il en va de même pour l'aspect émotionnel, c'est-à-dire qu'un enfant, si jamais il était étreint, resterait un enfant pour toujours. Socuse et moi, on a regardé le film Entretien avec un vampire. Oui. Avec Brad Pitt et Tom Cruise, et on était plutôt d'accord sur le fait que... Mais justement, en fait, c'est terrible. Mais c'est pire encore. C'est-à-dire que dans Entretien avec un vampire, elle évolue. Claudia évolue mentalement, un petit peu, émotionnellement parlant, elle évolue un petit peu. Ça ne serait pas le cas si c'était une Kainite, une réelle Kainite, bien sûr, selon Rêve. Donc tu vois que Gersand essaye de... en tout cas, même si elle a l'apparence d'une enfant, elle le rattrape largement par cette aura qu'elle a. Et elle n'a pas une attitude d'enfant. Du tout. Qu'on soit bien d'accord. Après, je me dis aussi que si c'est une enfant d'il y a des siècles et des siècles, j'ai pas les mêmes références et c'est difficile pour moi de savoir ce que c'était d'être une enfant à l'époque. Ou une fille de 12 ans. Ou un homme de... Et je regarde Sarès et je ne sais pas bien quel âge il aurait eu. C'est compliqué à dire aussi. Encore une fois, ce que ton argument sur les siècles qui vous séparent certainement, comme tu peux le ressentir de par leur présence et leur regard, rend très délicat le fait de jauger leur âge. Tu as déjà vu, toi, des photos, justement, rien que des personnes des années 50, c'est difficile de voir sur des photos, de comprendre leur âge. Alors, des personnes qui datent de 1800, 1700, 1600 ou avant, ça sera encore plus dur. Gersand et Sarès parlent, et du coup, je vais directement dire ce que te transmettent les ghouls. Non, tu peux parler en vieux français, s'il te plaît? C'est pour l'immersion. Gersand te dit que il est intéressant de voir qu'une personne si jeune ait fait tant de choses en si peu de temps. Et Sarès dit il est très fréquent dans le monde de la nuit que les choses n'arrivent pas par hasard. Avez-vous conscience de cela, petite? Oui, mon existence elle-même en est la preuve. Je m'étends pas sur le sujet parce que je vais pas leur raconter ma vie, mais... Gersand te regarde de haut en bas et... Avez-vous conscience de l'aura et de l'impact que peut avoir une archonte? Je réponds sincèrement. Non. Et... Ils rigolent tous les deux d'un rire beaucoup trop franchouillard. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un rire, oui. Ça te prend un peu de court. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un rire poli, comme t'as vu que ça jusqu'à maintenant. La plupart des... Et c'est vrai que maintenant que tu y penses, leur attitude
global, même si ils ont un côté un peu hautain, ils ont ce côté un peu paysan, tu vois ce que je veux dire, un peu franchouillard, littéralement, qui est assez étonnant parce qu'il transparaît justement quand ils rigolent, quand ils sont énervés, dans leur manière de parler, l'accent, tu l'entends quand même, hein, et du coup c'est quelque chose qui te fait un peu sourire, je pense. Tu cherches à cacher ça ou pas? Non, je pense que je souris parce que je trouve que leur rire est communicatif en fait. Ouais. Et même si je sais pas si j'ai du mal à savoir s'ils se moquent de moi, s'ils rigolent parce que j'ai été assez assez franche aussi, mais les voir rire ça me fait sourire. Donc, Gersand te dit vous savez petite, et il t'appelle tout le temps petite, ce qui te c'est un peu voilà. Ouais, j'ai l'habitude quand même. Sachant qu'elle fait littéralement une tête et demie de moins que toi. Vous savez petite, nous avons nous aussi été à un moment les marionnettes d'un destin plus grand que nous. Je sais que vous pensez que nous sommes ici contre vous, mais ne pensez pas que nous avons quelque chose de personnel contre votre existence. Du coup, je reprends mon sérieux très rapidement et je dis je comprends bien, c'est ce qui se passe depuis le début de ma non-vie, pour être honnête. Donc venons-en au fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez effectuer une mission qui représente une épine dans notre pied. Nous avons besoin que vous alliez à Auvilliers, une petite ville. Connaissez-vous... Et tu vois, elle regarde Sarah en souriant. Le Champagne? Oui. Auvilliers est une ville située dans la montagne de Reims où beaucoup de champagne sont produits. Et c'est la ville même de l'abbaye de Saint-Pierre d'Auvilliers et où a inventé et est mort Dom Pérignon, l'inventeur du champagne. Là-bas, vous irez rencontrer le père Ernest. Il vous expliquera la problématique à laquelle vous allez faire face. Pour vous résumer simplement, nous cherchons à installer un commerce. Malheureusement, ce commerce est lié au tourisme. Et il est difficile de faire du tourisme lorsque de nombreux actes de violence se font dans ce lieu. Vous allez devoir régler ce problème. Quel genre d'acte de violence? Je laisserai le père Ernest vous expliciter cela, mais elle regarde vers le mur où il y a des crânes. Tu ne sais pas vers lesquels elle regarde, mais en ton fort intérieur, tu espères que c'est plus un crâne humain qu'autre chose. Le père Ernest est un humain? Oh non. Ça me rassure qu'elle dise non. D'un côté... Très bien. Il y a Sarah qui te regarde et qui fait « Est-ce votre première fois en France ?» C'est ma première fois en France, mais la mère de ma mère venait de Bourgogne, je crois. Je dis Bourgogne avec un accent... Enfin, je dis Burgundy déjà. Ouais. Du coup, ils se regardent tous les deux et ils sourient un petit peu. Ils font... oui, beaucoup de Français sont partis loin de nos terres. Et ils réfléchissent, enfin, ils regardent un petit peu dans le vide en disant il y a quelques années. Tu comprends que quelques années pour eux, hein. Du coup, je réfléchis au fait que oui, la mère de ma mère était en France. Le reste de ma famille, donc le père de ma mère, se sont installés depuis probablement le 18e siècle aux États-Unis, vieille famille, mais ils ont dû, eux, connaître ça aussi. Et je me demande à ce moment-là, mais à quel point ils sont vieux.
Tu peux leur demander. Si tu le souhaites, c'est pas. C'est vrai que jusqu'à maintenant, est-ce que tu l'as déjà demandé à un autre Kainite? Je ne sais pas. Je crois pas que tu l'aies déjà demandé à quelqu'un. Si ce n'est Krefstine qui te l'a dit, mais... Non, parce que la plupart de ceux que j'ai rencontrés, il n'y avait pas un tel fossé non, pour moi. T'as pas rencontré de Celui gens à qui je leur ai bien demandé, c'était Kalmut, mais la Kalmut. réponse n'aurait pas été, je pense, très utile. Donc, Non, effectivement. voilà. Je pense que je leur demande en préfaçant, en disant que je suis désolée, c'est une question mal polie. Mais ça fait combien de temps qu'ils ont été étreints? Ils se regardent ensemble et tu les vois dire... si, tu vois, ils se regardent l'un l'autre et ils font 2020. Tu vois ce que je veux dire? Ils essaient de se rappeler l'année machin. Et ils font... trop longtemps. Et ensemble, ils te regardent et ils font avec leurs doigts 4 sur chaque doigt. Tu comprends donc, soit ils veulent dire 8 ans, mais non. Vraisemblablement plutôt 800. Ça explique beaucoup de choses. Tu le dis ou pas? Oui, je leur dis. D'accord. Ça explique. Et je continue, je dis parce que je n'ai jamais ressenti avec d'autres Kainites une présence comme la vôtre. Et c'est... Et je manque de mots en vrai pour le dire. Et je dis pardonnez ma candeur, mais merci de m'avoir répondu. Sachez que l'âge d'un vampire n'a finalement que peu d'importance. Le lien de sang à Cain est plus important. Mais vous l'apprendrez si vous survivez déjà à cette mission, mais à votre premier siècle. Et puis ensuite, t'as Sarès qui fait une remarque et fait après, vous avez déjà sauté quelques étapes. Et tu sais pas s'ils font référence à la diablerie, mais tu penses que oui. Après, justement, ça, de ce que tu as compris, ça a été autorisé parce qu'il était sur la liste rouge. Tu sais pas d'ailleurs ce que c'est cette liste rouge. Hein. Non, mais c'est à Kumeza que je veux demander ça, pas aux autres gens. Du coup, ils poliment te disent que voilà, tu pourras passer le bonjour au père Ernest. Et il te laisse partir. Et en partant, je me fais la réflexion que il n'y a pas beaucoup de Kainites que j'ai rencontrés qui ont l'envie de lancer un business et des choses comme ça. En tout cas, à la Nouvelle-Orléans, j'en ai pas vu beaucoup. Ils sont tous un peu... Tu sais qu'il y avait des business, mais ils ont des business, mais j'ai pas l'impression qu'ils les gèrent eux-mêmes. C'est rare. Le prince. Après, là, ils ont pas dit qu'ils voulaient le gérer eux-mêmes, mais du coup, ils t'ont parlé de tourisme. Tu sais pas c'est quoi la finalité de ça aussi, parce que et après, tu sais aussi quand même que la France est un tout petit pays à côté des États-Unis, donc tu te demandes si ça a un lien. Et je réfléchis aussi au fait que en 8 siècles, en fait, ils ont pu, s'ils le voulaient, amasser une fortune colossale, probablement. Du coup, est-ce que c'est des hommes et femmes d'affaires? Je sais pas, je me pose des questions sur eux. Ils étaient pas désagréables, mais ils étaient vraiment un peu hors du temps et un peu différents de tous les gens à qui j'ai parlé, je trouve. C'est sûr. Et ils ont beau dire que ce qui fait la différence, c'est la génération. Je pense que quand ça fait 8 siècles qu'on est là, oui, c'est certain. Il y a aussi une attitude et quelque chose qui est pas du pouvoir en soi, mais qui est différent et qui est juste bizarre, quoi. Ouais, tu vas voir Kumeza? Oui. Tu approches de Kumeza, et alors que tu approches, tu vois qu'elle donne une fraction de seconde un regard à Rose qui t'accompagne, qui s'éloigne du coup. Vous êtes seul, plus ou moins, en dehors évidemment de multitudes de crânes qui vous observent de leurs orbites vides. Et Kumeza te parle. Au rêve,
Vous allez bien? Aussi bien que possible. Je suis désolé pour la froideur de l'accueil et écoutez, vous venez de rencontrer une part du gratin caïnite parisien dans un premier temps et puis plus largement français. Honnêtement, je comprends le fait de ne pas faire confiance à une étrangère tout juste arrivée. C'est presque rassurant qu'ils aient des doutes. C'est parce que, en gros, je pense au fait que ce qu'ils m'ont mis dans les mains à ma naissance à la Nouvelle-Orléans, je trouve ça chaud. Mais... ouais. Elle te dit, Gersand et Sarès sont frères et sœurs. Ils sont arrivés à une période complexe de l'histoire caïnite, avant l'arrivée même de la Camarilla. Et elle me paraît plus vieille qu'eux? Non, hein. Alors, tu te rends compte, en parlant avec Kumeza, que elle est extrêmement mystérieuse. Elle paraît directe. Elle t'a expliqué beaucoup de choses. Elle paraît très ouverte. Mais il y a quelque chose qui émane d'elle, qui évoque le mystère. Peut-être son regard, peut-être sa manière d'être, mais pour toi c'est surtout le fait que quand tu as vu Gersand et Sarès, tu as ressenti quelque chose. Quand tu as vu Mnemak, tu as ressenti quelque chose aussi. Quand tu la vois elle, tu ressens autre chose. Tu ne sais pas à quel point. Et tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que je me suis posé la question de l'âge de Gersand et Sarès parce que, outre ça, ils paraissent plutôt normaux. C'est un terme compliqué, mais ils paraissent plutôt normaux. Alors que Mnemak, voilà, j'ai ressenti quelque chose de bizarre en sa présence, mais on pourra me le pardonner. Et j'ai mis ça, on peut mettre ça sur le compte de beaucoup de choses. Et ma relation avec Kumeza, elle est étrange aussi. Donc, Mnemak est la sorcière de Paris. Elle est là depuis très longtemps et représente plus longtemps les Nosferatu. Que... Bon, je ne connais pas tous les détails, mais elle représente les Nosferatu de Paris. En tout cas, une branche des Nosferatu de Paris. Et pour ce qui est de Eugène et Désiré, vous avez pu voir des envoyés de la reine de Toréador. Je pense que vous l'avez compris. Oui. Il est important que vous appreniez à discerner les clans quand vous le pouvez. Pour Sarès et Gersand, j'ai l'impression qu'ils sont pareils ou pas? Tu sais pas. Pour toi, Gersand et Sarès, t'en as aucune idée. T'as pas vu de marqueur particulier. Autant Mnemak, c'est évident que c'était une Nosferatu. Oui. Et après, pour Eugène, t'aurais pas forcément su, si ce n'est le moment avec Hospice. Puis Désiré, le fait que... Mais Désiré, c'était c'est son transparent. cire, donc, Et Kumeza... Tu lui demandes ou pas? Est-ce que j'essaie de me rappeler ce que je sais sur elle? Tu ne sais pas ce qu'elle... Non, je lui demande pas. D'accord. Écoutez, vous ne le savez peut-être pas, effectivement, en tuant Crefstine, vous avez tué quelqu'un de la liste rouge. Alors, pensez que c'est un hasard, si vous le souhaitez, mais cela vous donne certains droits, notamment celui de commettre l'acte d'une diablerie. Peut-être d'autres droits, mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, il est important que vous puissiez assumer votre rôle d'archonte prétor. Comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez entendu, il y a une épidémie de frénésie, et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Cette mission que vous allez faire est nécessaire. Si je n'arrive pas à convaincre Gersand et Sarès, je n'arriverai pas à convaincre la Camarilla, et je ne pourrai pas avancer plus en avant les besoins de cette mission plus globale.
Vous allez donc aller à je ne sais où, faire ce qu'ils veulent. Et si vous avez le moindre problème, eh bien écoutez, contactez-moi. Très bien. Est-ce que vous pouvez juste m'en dire plus rapidement sur cette liste rouge? Ah, la liste rouge est constituée de personnes que la Camarilla considère comme des anathèmas et qui doivent être considérés comme étant sous une chasse au sang continuelle. Ils peuvent être donc tués par n'importe qui, idéalement par des Alastors, mais les Alastors étant des archontes dédiés au fait de trouver et tuer les membres de cette liste rouge. Et évidemment, beaucoup de gens sur cette liste rouge ne sont pas faciles à trouver ou à tuer. Comment on sait qui est sur cette liste? C'est là où ça se complique. La liste n'est pas nécessairement publique. Bien sûr. Je peux pas empêcher de laisser transparaître sur mon visage le fait que je trouve que c'est quand même un sacré bordel leur histoire. Mais bon. Très bien. Ben, je vais me rendre à Auvilliers. Au plus vite. Nous sommes à Paris actuellement. Et elle regarde vers le plafond. Elle fait oui, sous Paris. Encore une fois, je ne peux pas donner tous les détails et votre sortie sera, tout comme votre entrée, peu élégante. Oui, j'ai l'habitude. Très bien. J'ai envie d'en finir assez vite, je pense, avec cette histoire. Donc je pense que je vais sortir. Enfin, pas par moi-même, hein, du coup, visiblement. Poliment, bien sûr, on te plante un pieu dans le cœur. Yes. Du moins, ce qui te reste de cœur. Et tu plonges dans le néant. Tu rouvres les yeux. Tu es à l'intérieur de ce qui semble être un camion, peut-être. Tout ballotte, et puis les portes face à toi s'ouvrent. Il fait nuit. Hospice est là? Évidemment. Rose est là? Oui. Ok. Et face à toi, tu vois un petit village français. Une maison couverte de lierre. Tu vois des petites rues, des panneaux suspendus très ouvragés. Tu as l'impression d'être véritablement dans un Walt Disney. Tu as beau avoir parcouru le monde, des vues aussi bucoliques et idéalisées, on va dire, tu pensais pas que c'était à ce point-là ça, la France. Je me hormone du coup que ça tombe bien parce que j'ai un peu l'impression d'être tapé le bois dormant avec toutes ces histoires. Et après, je me rappelle que Rose est là et je me tourne vers elle. Justement, Rose s'approche de toi et dit que c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, ou dès maintenant sur le Tipeee, je le rappelle. Profitez-en. À bientôt. Retrouvez tous les épisodes de L'étreinte de la nuit disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast en audio sur vampirv5.fr.